Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Bon, allez, petit cadeau avant Noël. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu suivre le live, parce que les lives après on les enlève, hein, c'est le principe du live, il faut être présent. Et tout le monde nous a dit, les décryptages, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas les voir, qu'on ne puisse pas les revoir. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On vous a fait une petite compile de tous les décryptages qu'il y a pu avoir durant ce live. Et il y en a eu beaucoup. Donc, je vous laisse vous régaler tranquillement, je vous laisse tout regarder, tout disséquer comme vous faites à chaque fois. N'hésitez pas à commenter. Pour ceux qui les ont déjà vus, re-regardez-les et surtout, essayez aussi un petit peu d'apporter quelques explications que les gens qui vont voir la vidéo n'auront peut-être pas, parce qu'on en a beaucoup parlé après pendant le live. Et comme ça, tout le monde s'entraide, tout le monde s'aide, tout le monde s'amuse. Et surtout, comme c'est bientôt Noël, tout le monde s'abonne. Bon là, je pense que le chien était sur un balcon, enfin en tout cas, il a l'air d'être relativement haut. Alors, pourquoi il fait ça? Il fait ça sans doute parce qu'il n'est pas très rassuré, pas très à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'il a peur d'ailleurs, mais c'est juste que soit il n'est pas habitué à la hauteur, soit il est en train de voir des trucs en bas. Bon, il est moyennement fan de ce qu'il voit. En tout cas, il a quand même besoin de maman. Pour assurer un petit peu le coup, pour se dire attends, t'es toujours là? Ouais, ok, c'est bon. Elle bouge. Attends, je vais rebouger aussi. Je vais aller me caler un petit peu. Ce qui peut se passer aussi, vous avez certains chiens et alors là, la science n'est pas claire là-dessus, mais qui peuvent avoir un peu plus le vertige que d'autres, d'accord? Même si la sensation de vide n'est pas la même, en tout cas, n'est pas reproduite de la même façon chez un chien ou chez un humain. Mais il est tout à fait possible que lui ait une sensation de vide, soit parce qu'il a vécu de mauvaises expériences à ce moment-là, ou à cet endroit-là, ou à d'autres endroits, soit parce que tout simplement il a une mauvaise perception des choses quand c'est comme ça. Et donc il a besoin d'être collé à son propriétaire ou à sa propriétaire, juste pour un petit peu dire attends, j'assure le coup, je me mets un petit peu tranquille. C'est à mon avis l'explication la plus évidente. Maintenant, à sa tête, à son rythme cardiaque, à la façon dont il respire, il n'est pas au bout non plus de sa vie, c'est-à-dire que c'est pas comme ça, j'en peux plus, je suis complètement apeuré. Il peut y avoir aussi une deuxième chose, c'est qu'il s'est assis tranquillement au pied de sa maîtresse bouge, il rebouge, et il n'y a aucune signification particulière. Là, ce qui est important, c'est de se dire, d'un point de vue technique, on peut prendre ces deux chemins-là, un qui est complexe, parce qu'après, ça devient du vide et dans une gestion de la perception sur le chien. Une autre qui n'est pas du tout complexe, qui est basique, qui arrive à plein de chiens, plein de gens, à savoir, il s'assoit un peu comme ça par hasard à côté de toi, soit parce que tu étais en train de manger, soit parce qu'il veut rester à côté tout simplement. Et puis tu bouges, il dit attends, je veux quand même être sûr que tu restes là. N'y voyez pareil non plus, n'y voyez pas aucun flicage de la part du chien ou aucun hyper attachement. Là, ça ne rentre en rien dans ce qu'on est en train de voir là. Stand off with a coyote. Alors c'est un coyote le bordel. Alors pour le coup je vous le fais en même temps. Ça c'est une vidéo où j'ai travaillé parce qu'elle m'a plu, mais sauf que je suis assez embêté pour vous là parce que moi j'ai pas le son. Alors qu'il y a énormément de bruits qui sont très intéressants, aussi bien chez le coyote que chez le husky, et moi je les ai pas. Si vous les avez chez vous, juste que quelqu'un puisse me le dire ici, et comme ça je peux enchaîner. Ah là j'ai retrouvé de la musique là. Vous entendez ces petits bruits de la part du coyote? Et par contre quasiment aucun de la part du husky pour le moment. Même quand le coyote essaye d'avancer un tout petit peu. Je vous laisse continuer à visionner et après je vais vous expliquer. Vous avez entendu? Coyote, toujours le même bruit juste avant. Le husky, il a gueulé un peu. Et ensuite sur la première charge du coyote,
Là, cette fois-ci, le coyote fait plus de bruit, ou quasiment plus. Et le husky, par contre, voilà, fait ce type de bruit-là. Ça va avoir son importance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, vous avez un husky qui est chez lui dans son jardin. Ça doit être une vidéo de... Je crois que c'est une vidéo de caméra de surveillance. With a coyote. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a l'étonnement du chien. Donc, on est sur un husky là, qui est très sûr de lui, très confiant, très détente. Oh, là, qui doit avoir aucun problème ni avec les chiens ni avec rien. Vraiment, lui, il est détente, il est chez lui, il est étonné un tout petit peu, mais ça part pas dans tous les sens, d'accord? Ensuite, on sent le husky intrigué. Je pense qu'il a du mal à savoir ce que c'est. Et je pense même qu'il se dit pendant un moment que c'est un chien en face. Donc là, très surprenant. On a un coyote qui, lui, s'attendait pas du tout à avoir le chien. Et surtout, on a un coyote donc, qui vit dehors. Et donc, forcément, pour lui, le chien est potentiellement une menace. Et en tout cas, une grosse bestiole dont il faut se méfier. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre la queue parce qu'il veut complètement enlever toutes ces odeurs. Et vous avez vu sa façon très particulière de tourner la tête complètement et d'émettre des sons avec sa gueule. Là, on est vraiment sur un coyote qui est dans un état de stress maximal, qui veut pas se montrer hostile, qui sait pas trop comment s'y prendre, qui est à chemin entre est-ce que je me soumets complètement, est-ce que je m'enfuis, est-ce que je le mange, est-ce que j'y retourne. Et alors là, tu sens que vraiment tout son corps est en train de se déformer complètement parce que là, il est tiraillé entre énormément de choses. Alors ensuite, on continue. Donc là, le husky, il avance, il regarde. Regardez, le husky, il est moitié... On va s'arrêter une seconde. Il est moitié position de jeu, mais pas tout à fait, hein, parce qu'il reste droit, mais il penche légèrement. Il comprend rien. Il est extrêmement attentif. Donc là, il se redresse. Il a les oreilles vraiment axées. Et il a la queue qui bougeote tranquillement. Là, tu sens état de stress, mais pas le même que le coyote. Hein. Le husky n'a pas dans la tête de se dire tiens, je vais le becter. Hein. Mais état de stress très fort chez le husky aussi, parce qu'il y a plein de choses qui commencent à devenir un peu ambiguës dans son corps et dans ses agissements. Il y a plein de choses qu'il ne contrôle plus, d'accord? On continue. Statu quo, paf. Ok. Et alors, attends. Là, on s'arrête. Là, c'est un petit peu plus fin, d'accord? Ça pourrait arriver aussi sur nos chiens, et ça leur arrive régulièrement entre eux, d'accord? Mais là, on a un coyote qui n'a pas les mêmes intentions psychologiques que celles du husky, et donc que celles du chien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le coyote? Il est en train de se demander si sa vie est en danger ou pas, contrairement au husky, qui est lui interloqué, qui se demande ce qui se passe. Le coyote va tenter, d'accord, de voir ce que ça fait si on claque une fois des dents, 2 fois des dents, de voir un peu la réaction qu'il peut y avoir en face. Il va jauger un petit peu ce qui se passe en face, et ça c'est intéressant. Et le husky va reculer les 2 fois. On continue. Top. Rappelez-vous vos chiens. Vous savez, quand vous avez le vôtre, un peu concon qui aime bien aller embêter tout le monde mais qui est gentil, avec un chien ou une femelle quand c'est un mâle en face, qui aime pas trop qu'on l'embête, qui va gueuler dans tous les sens, mais qui fait pas de trou, hein. Elle est pas méchante, mais c'est juste que tu as l'impression qu'elle se déchaîne à chaque fois. Qu'est-ce que fait votre chien habituellement? Il va la pousser à bout, l'autre en face. Il va lui mettre une patte, il va aller l'embêter en mettant un petit coup de museau, il va tourner autour. Bref, il va s'amuser d'un comportement qui paraît hostile de loin, et on pourrait même se dire c'est hostile, arrête de l'embêter, elle t'a rien demandé, cette pauvre chienne ou ce pauvre chien. Le husky est en train d'agir pour le moment exactement de la même façon. Il est repoussé, il fait attention, mais il y retourne. Et il n'a pas de mauvaises intentions. Il y retourne parce que il se dit ah putain mais chouette, je vais pouvoir le rendre dingue. On continue. Sauf que, attention à un truc. Là, il s'en rend pas compte, le husky. Mais à force de reculer comme il le fait, sachant que lui recule vraiment parce qu'il est en train d'embêter un chien, hein, si je caricature hein, le truc. Hein. Mais il est en train surtout de se mettre dans la merde. Et il est en train de donner des indications au coyote qui ne sont pas interprétées comme lui il voudrait les interpréter, le chien. Regardez, on continue.
Là, c'est plus marqué déjà, hein. Vous avez vu? Il a beaucoup plus avancé. Il est en train réellement de le jauger. On continue. Là, le husky s'approche de moins en moins, se méfie de plus en plus. Et l'autre commence à avancer de plus en plus et à le faire reculer de plus en plus. Là, le husky s'approche de moins en moins, mais il est tenté. Oh putain! Petite accélération. Ok, top. Là, pour le coup, ça vient d'un petit peu plus loin. Ils ont, je sais pas, 2 mètres d'élan, d'accord? Ce qui est la première fois. C'est la première fois qu'il y a 2 mètres d'élan pour l'autre, au moment du démarrage. Voilà, là. Il a commencé à se reculer. Et là, ça y est. Il a un petit peu d'élan. Il va sans doute soit arriver à l'accrocher un petit peu, sans faire de trou, hein, mais il va réussir à toucher, en tout cas. Et c'est pour ça que là, on a un grognement de la part du husky, mais qui est toujours pas hostile. Hein. Toujours pas. Sauf que il recule de plus en plus loin. On continue. Ah, ça y est. Top. Là, ça y est. On a un husky qui a été touché, clairement. Qui a couiné, ça lui a fait un petit peu mal. Ou qui a été touché, mais ça n'a pas fait de dégâts. Sauf que cette fois-ci, le husky a eu peur. Il s'est dit, oh putain, là j'ai déconné. Et le coyote s'en va. Mais il ne s'en va pas avec de bonnes intentions. Pourquoi? Parce que là, il vient d'avoir de multiples petites victoires successives dans son état, avec son état d'esprit. Regardez. Il se met au-dessus. Et là, l'autre, il hésite. Hein. Et là, c'est lui qui commence à tourner la tête. Voilà. Et là, il y va plus franchement. Et la queue, elle est plus rentrée. Et il se remet en hauteur. Et il l'éjecte. Et ensuite, par contre, il se rend bien compte que là, ça y est, il peut battre en retraite sans que ça pose de soucis, sans que ça le mette en danger. Il a jaugé son adversaire. Il se rend bien compte que c'est trop dangereux de s'en prendre à lui et d'essayer de le manger ou de le tuer. En revanche, il avait aussi besoin de se méfier d'une attaque de celui qu'il avait en face, donc à savoir le husky, parce qu'il ne pouvait pas savoir qu'il était gentil. Et surtout, tout ce que fait le husky est un peu bizarre pour le coyote, et inversement. Et une fois qu'il a été persuadé que, ok, c'est bon, c'est plus une menace, je peux y aller, à ce moment-là, il est parti. Mais attention, ça veut aussi dire qu'il peut revenir et que la prochaine fois, ce sera beaucoup plus dangereux pour le chien. En tout cas, région bien sympa où habiter. Très agréable. Vraiment, ça doit... Parce que quand il y a un coyote, à mon avis, il y a d'autres délires. Ouais. Bah, évidemment. On regarde cette vidéo et comme ça, après, vous allez commenter, on va jouer tous ensemble. Ok, donc je vous ai posé le contexte, d'accord? Ouais. Maintenant ma question elle est très simple, c'est qu'est-ce qui fait dégénérer la situation? Ok, Pourquoi le dog argentin va s'en prendre au Canet Corso? ok, très Eh bien. bah, je vous annonce une énorme surprise. Et tu sais quoi? J'offre une formation en ligne Esprit Dog Pro, d'accord, à celui qui me trouve la bonne réponse dans les commentaires. Ah d'accord, exactement la bonne réponse. Ouais. Et il n'y en a qu'une, donc ça va très vite. Hein. Va falloir que tu me la donnes quand même. Mais Ah ok. merde, oui! Mais c'est pas grave. D'accord. On s'appelle. Écoute, on va faire comme ça. Hey, j'ai pas vu ta petite salle de décryptage, la décorée Noël et tout. Tu t'es mis bien aussi. Bien. T'as Frérot, je suis bien, je pourrais vivre ici. Ouais, ça, je vois ça. C'est grand, c'est spacieux. Je me suis mis le chauffage, tout, Ouais, j'ai c'est- tout installé, je suis bien, je suis le roi C'est ici. très spacieux, très spacieux. Bon, pendant que vous commentez, allez, qu'est-ce qui a fait dégénérer le truc? Allez-y sur YouTube, sur Facebook, vous commentez. Et en attendant, on s'en fait un. Là, c'est Gironimo qui nous a envoyé cette petite vidéo pour décryptage. Regarde. C'est sans doute la mère et le père là, hein. Vous voyez, hein, la maman elle a les grosses mamelles. Bon, le papa, bon, bah, parce qu'il a des boules, donc j'ai pas inventé quoi que ce soit. Hein. Ils sont avec le petit chiot. Ok. Bon. Là, typiquement, il n'y a aucun... alors, bon, ça doit être papa-maman avec le petit chiot. Il y a... Alors, est-ce qu'il y a de l'agressivité là-dedans? Aucune. D'accord? Sur le père ou la mère? Aucune. Par contre, est-ce que c'est néfaste pour le petit chiot? Complètement.
Alors là, si vous voulez avoir une bombe à retardement, c'est exactement comme ça qu'il faut s'y prendre et c'est exactement ce genre d'éleveur qu'il faut trouver. Hein. Si c'était un éleveur, enfin quelqu'un qui a eu des chiots, quoi. Parce que pour le coup, on a deux harceleurs qui vont jamais s'arrêter, jamais lâcher l'affaire, prendre la tête dans tous les sens, tourner autour tous les deux. Le petit, il grogne, il déplie les dents, il essaie de s'échapper, il va se blottir contre le mur, il sait plus comment faire, il arrive plus à s'en sortir. Les deux qui lâchent plus l'affaire. Alors là, pour le coup, si vous voulez construire un emmerdeur plus tard, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Là, c'est magnifique. Hein. Là, le chiot, plus tard, ça va être une terreur, d'accord? Donc, c'est là aussi, parce que souvent, on dit ouais, comment on choisit un bon éleveur ou comment on choisit un bon particulier qui a eu des petits, comment on sait si c'est bien ou pas. C'est difficile. La réalité, c'est que c'est très difficile parce qu'on peut donner tous les conseils qu'on veut, on peut donner des conseils bateaux, on peut donner plein de choses, mais le truc le plus important, c'est ce que vous allez voir en vrai. Et en vrai de vrai, quand vous voyez ce genre d'attitude, typiquement, ça fait partie d'un endroit où il faut surtout pas prendre un chiot. Vous voyez ce genre de choses, il faut se barrer. Je suis pas en train de parler, ça aurait duré que 2-3 secondes. Allez, un appel au jeu, le petit il est pas très content, après ils s'en vont, ils vont l'aspirer avec eux, puis après c'est le petit qui vient, et puis après ils y retournent. Ça fait partie d'un jeu tout à fait normal. Et il n'y a aucun souci. Là, ce qui me pose souci, c'est le harcèlement. Et c'est la construction d'un futur harceleur. Et c'est aussi le fait de dire à ce petit chiot, t'as vu, t'énerver ça sert à rien, montrer les dents ça sert à rien, parce qu'en réalité, là la seule chose qui va servir à quelque chose, c'est quand tu feras 25 ou 30 kilos de plus et que tu pourras casser une gueule. Donc voilà, c'est vraiment le passage entre une situation qui est une situation où si vous la voyez très peu de temps, pas de souci. La même situation, comme on l'a vu là, qui dure dans le temps, très dangereux. Voyez un petit peu le passage entre c'est pas grave et c'est très grave. Et ça marche tout le temps comme ça avec le chien. C'est pour ça que les petits détails sont les plus importants. C'est toutes ces petites choses-là qui sont importantes. Et ça, vraiment, c'est pas bien et il faut faire attention à ça. Elle est géniale celle-là. Celle-là, je l'ai vue, j'ai bossé. Il lui prend, tranquillou. Ça c'est merveilleux ça. Bon, on peut se la repasser un. Alors top. Ils se connaissent bon parfaitement, hein. Vous imaginez bien que ils vont pas rester côte à côte s'ils se connaissent pas là. Hein. Ils se connaissent parfaitement. Ils sont habitués à faire ce genre de petites conneries. Le chien, il en profite pour voler un petit peu. On continue. Top. Là, en gros, tant qu'il y en a beaucoup, pas de souci. Dès qu'il commence à y avoir un petit peu moins à bouffer, là vous l'avez vu le petit chimpanzé là, il a commencé à regarder, il a dit attends, là ça commence à être relou. Il l'a attrapé par là, regardez, tac. Là le chien, il sait que c'est pas bon pour lui, continue. Top. À partir de ce moment-là, le chien il sait qu'il va déguster, mais vraiment ils se connaissent par cœur, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de morsure ou de quoi que ce soit. Là le chien il déplie toutes les dents, il lui monte les gencives, parce qu'en fait le petit con c'est le chimpanzé là, qui doit lui mettre des tatanes toute la journée, qui doit aller l'embêter quand il dort le pauvre chien, qui doit vraiment être relou, même si vous allez me dire il était en train de lui voler sa nourriture dans la main, évidemment vous avez raison, mais au quotidien, l'autre c'est un dictateur hein, à côté. Hein. Et donc là le chien, il se met un peu sur le reculoir, on continue. Alors top. Donc là, typique d'une vraie communication entre beaucoup d'animaux, hein, d'accord? Le fait de mordre l'oreille et d'appuyer pour faire un petit peu mal. Et dès qu'il a commencé à couiner, il a lâché. Ok?
Et là, qu'est-ce qu'il va faire le chien? Il va essayer d'aller récupérer dans la gamelle. Et en fait, ça met fin tout de suite au conflit, d'accord? Gamelle où il n'y a rien en plus. Hein. S'ils ne se connaissaient pas comme ça, je peux vous assurer que dans un conflit comme celui-ci, avec une gamelle vide, le truc dans la main, et vu comme c'est là, à aucun moment le chien, il détourne et il recommence là. Surtout qu'il ne va pas détourner si vraiment il y a un ennemi en face de lui. Donc c'est là aussi où il faut arriver à sentir les moments qui peuvent être impressionnants, mais tout le monde se connaît. Et il y a rien de dangereux. Il y a des choses impressionnantes. Il peut y avoir une petite morsure d'un côté ou de l'autre. Il peut y avoir des petites choses, mais personne ne se méfie au sens « est-ce que ma vie peut prendre fin ?» de l'un ou de l'autre. Sinon, jamais tu détournes le regard quand ça se passe comme ça. Jamais tu repars faire autre chose. Jamais ça ne pourrait se produire. Et ça, c'est des indications que vous devez aussi arriver à choper quand c'est des conflits entre chiens ou quand c'est chiens avec humains. Juste pour arriver à voir ce qu'il y a derrière, d'accord ? Ouais, c'est la marche en laisse, oui, d'accord. Donc en gros, elle commence la marche en laisse en intérieur. Elle dit que c'est en intérieur qu'il faut commencer. On slalom, ça apprend au chiot à vous suivre, à passer des obstacles. Ça lui permet aussi de pouvoir se concentrer sur vous, parce qu'il y a des obstacles visuels, les meubles, sur son chemin. Et juste parce que dans les coms de cette vidéo, quelqu'un disait que ça ne marchait pas avec son chien, et elle a répondu d'y aller petit à petit. D'y aller petit à petit. Ah putain, on peut avoir le com, super. Continuez à vous entraîner, ce que vous voulez faire, c'est commencer à l'intérieur, puis sortir de la porte, peut-être aller à une super courte distance pour revenir à la maison. Dehors, c'est juste trop pour elle encore. Ok, alors, là-dedans, il n'y a pas tout à jeter. L'idée de commencer à apprendre quelque chose en intérieur, c'est intelligent, je vous le dis souvent ça, de commencer en intérieur, parce que moins de stimulation, d'accord? Donc ça là-dessus, aucun souci. Le seul problème, où je crois qu'elle n'a pas bien perçu ce que c'était que la marche en laisse, tel qu'on l'entend là dans notre monde d'aujourd'hui. Quand vous avez un gâteau en intérieur, vous serez toujours plus intéressant que n'importe quoi, puisque de toute façon, chez vous, il n'y a rien à faire. Donc le fait que le chiot ou le chien vous suive en intérieur n'a pas beaucoup de sens. Slalomer entre les meubles, on le voit même sur sa démonstration, n'a aucun sens, puisque le chiot ne la suit même pas. Et que de toute façon, elle n'est pas en marche en laisse, elle est plutôt en train d'avoir un obstacle qui bloque sa laisse, et elle fait venir le chiot. Donc on n'est pas du tout sur de la marche en laisse. Mais surtout, le fondement même de la marche en laisse, qui est différent du reste, mais qui s'y tient un petit peu sur les autres ordres aussi, c'est que la plupart de vos chiens ne marchent pas en laisse parce que l'environnement est trop stimulant. Mais c'est pas en rentrant à la maison que vous allez le rendre moins stimulant. C'est justement en sortant dehors pour qu'il puisse obtenir ces stimulations. Typiquement, j'ai énormément de gens qui me disent « Tony, mon chien en laisse, c'est parfait, sauf quand il y a des chiens, parce qu'il veut y aller. » Eh oui. Comment on règle ce problème-là? En lui donnant des chiens. En lui donnant des chiens, beaucoup de chiens, en le laissant aller jouer. Ensuite, en essayant de poser un cadre, comme pour la propreté. Voilà où tu peux jouer, voilà où tu peux pas jouer. Une fois que vous l'avez rationalisé et effectué sur X jours ou X semaines, ça dépend, c'est fini. Le chien ne se pose plus la question. Tout comme, voilà où est-ce que tu peux faire pipi, voilà où est-ce que tu ne peux pas faire pipi. C'est pas plus compliqué que ça. Vous savez, pour la propreté, je vous dis souvent, si vous en avez l'occasion, vous pouvez tout à fait prendre le chiot et le mettre dans l'herbe, d'accord, pour lui faire pipi. Pourquoi je vous parle d'herbe? Mais on pourrait parler de béton, on pourrait parler de ce que vous voulez. Mais l'herbe, c'est assez fort. Parce que sur les coussinets, ils ont des capteurs, d'accord? Et en gros, c'est la différence de surface au sol qui va renforcer son action, qui va renforcer votre action. En gros, vous rajoutez un renforçateur, vous rajoutez une étape à la bonne compréhension de votre chiot. D'accord? Donc en gros, on va plus vite. Là, c'est la même chose. Tu veux qu'il marche en laisse quand il y a des chiens? Très bien. Déjà, fais-le jouer avec des chiens. La plupart des chiens qui ont des problèmes de marche en laisse quand il y a des chiens ne jouent pas avec des chiens. S'ils jouent avec des chiens, commence ensuite à mettre des tempos. Cet endroit on peut, cet endroit on peut pas. Troisième point qu'il faut aborder, le moment où tu vas le faire. Est-ce que tu le fais en début de balade? Est-ce que tu le fais en fin de balade? Quel âge a ton chiot?
Pour moi, il est plus intelligent d'abord de le fatiguer, ensuite de le faire jouer, et après de faire de la marche en laisse. Et quand ce sera complètement acquis, même quand des chiens passent, alors on inversera ce que je viens de vous dire là. On commencera par la marche en laisse, parce qu'il a déjà eu une victoire dans un premier cercle. Alors on prend le cercle dans l'autre sens, et on attaque, marche en laisse au départ. Ensuite, on le fera jouer, et ensuite, on lui proposera des chiens, ou dans un autre sens. L'idée, c'est à chaque fois de dire, on prend un chemin, une fois qu'on y arrive, on prend un autre chemin parce qu'on l'estime plus dur. Voilà comment on construit ça. Là, elle est en train de mentir. Si c'est trop dur, rentrez chez vous. Non, si c'est trop dur, continue chez toi. Prends des endroits moins stimulants pour le moment si tu veux, mais en extérieur, la réalité, dans la vraie vie, là encore une fois, ça c'est quelque chose qui va vraiment me tenir à cœur les mois qui viennent. Dans la vraie vie, tu peux pas t'échapper des chiens et des gens tout le temps, partout. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer l'apprentissage de la marche en laisse. Quand tu vas sortir, tu vas mettre une longe dans un premier temps, même quand tu es en ville. Mais elle fera pas 10 mètres parce que c'est trop compliqué, mais elle fera 2 mètres, 3 mètres. Comme ça, tu lui demandes rien et tu fais exactement le processus dont on vient de parler. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'un mois plus tard, tu pourras sortir en laisse et il n'y aura plus de problème parce qu'il aura compris qu'il n'y avait pas de souci, d'accord? Donc, elle a en partie raison sur la captation d'attention pour les chiens quand ils sont en intérieur, et notamment pour les chiots. Elle a complètement tort sur ces histoires de meubles, mais pourquoi pas le faire slalomer un petit peu mieux sans qu'il soit complètement à la bourre. Ça ne me pose pas de problème non plus. Le fait d'avoir une friandise peut être très efficace du moment qu'il n'y a pas de stimulation qui soit plus forte autour. Par contre, demander à une dame de re-rentrer chez elle parce que c'est trop tôt, alors non, c'est une bêtise ça. C'est pas trop tôt de sortir. Ce qui est trop tôt, c'est d'espérer la marche en laisse dehors. Mais par contre, reste dehors. Fais jouer, propose une vie, propose tous les schémas qu'on vient d'aborder là. Et continue à travailler petit à petit. Mais c'est vraiment des choses qui sont différentes. Et attention aussi, dernier point, elle confond un tout petit peu dans l'apprentissage, je dis bien, la notion de marche en laisse et la notion d'ordre reste, celui où tu vas demander de coller la jambe, d'accord? Il faut faire attention, c'est deux trucs qui se touchent un petit peu, mais la marche en laisse, c'est plus un mode de vie que tu veux installer, un espèce d'accord que tu veux avoir entre toi et ton chien de « s'il te plaît, ne tire pas, ne m'arrache pas l'épaule » et où est-ce que tu dois te situer en rapport à moi? Et je vous le reprécise, la marche en laisse un peu stricte, un peu militaire, telle que vous l'avez en tête, moi j'en ai parlé pendant des années et franchement je pense que c'est une bêtise maintenant de l'attendre de façon trop stricte pour les gens. C'est pour ça qu'on a fait une masterclass marche en laisse qui se rajoutait à Family en disant voilà, si t'es passé à côté un peu entre guillemets de la marche en laisse très carrée, très machin, qui fonctionne très bien, mais qui est très compliqué à obtenir si on se ment pas, eh bien on a voulu créer une masterclass qui te permette en fait de dire attends, il y a plein de choses qui peuvent te permettre de ne pas avoir un chien qui tire comme un sourd quand il est en laisse. Ben regarde, je te propose aussi toutes les alternatives. Comme ça, après, tu fais le choix en fonction de ta vie parce que c'est pas évident tout ça. Revenons sur la première. Beaucoup de commentaires. Ah. Écoute, j'ai vraiment 80% des commentaires qui me disent un truc. Tu vas me dire là tout de suite si c'est ça ou si c'est pas ça. Ouais. L'intervention du deuxième monsieur qui arrive. C'est pas ça. Alors là ça va se compliquer parce que du coup il reste beaucoup moins de commentaires. Et ben écoute, je te laisse la décrypter, nous dire. C'est pas ça, mais ce que je vais faire là, ouais, c'est juste déjà vous expliquer un petit peu. C'est pas parce que c'est pas ça que l'intervention du monsieur n'a pas une incidence ou n'aurait pas une incidence sur des conflits futurs. Hein. Bien sûr. Attention. Bien sûr. Et je vais vraiment là essayer. c'est qu'est-ce qui déclenche quoi? Qu'est-ce qui déclenche ça? La bagarre. Très bien. Et bien allons-y, décryptons et ensuite on verra si on a un gagnant. Alors attends, on peut revenir un petit peu en arrière, on se la remet en arrière, parce que ça va assez vite là. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un Canet Corso, balèze pépère, hein, qui est en train de jouer avec un boudin ou une corde, je sais pas quoi, d'accord? Avec un petit Jack Russell croisé avec 8 ou 9 races à l'intérieur, j'imagine, et un dog argentin, d'accord? Et tout le monde est en train de s'amuser à faire un peu le couillon parce que c'est vrai que ça peut vite te faire monter un peu tout ça en excitation. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Top. Là pour le moment, on a le Canet Corso qui arrive de derrière les étoiles là,
qui croise et le dog argentin, pardon, qui arrive de derrière, qui croise le Canet Corso, qui croise le petit Jack Russell, qui s'en soucie pas plus que ça. Objectif, récupérer le bordel qui tient. On continue. Il le chope. Top. Il le chope. Jusque-là, pas trop de soucis. Mais tu sens que là, ça marche sur des braises. Hein. Là, ça peut exploser à n'importe quel moment. Mais bon, parce que là, c'est n'importe quoi ce qu'on voit. Hein. Ok, on va continuer. Top. Ok, le Canet Corso récupère l'autre morceau. Ok. Là, à partir de ce moment-là, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. Qu'est-ce que vient faire ce monsieur? On n'en sait rien. Et effectivement, ça peut envenimer la situation. Je suis d'accord avec vous. On continue. Top. Là, ça a dégénéré. D'accord? C'est juste l'action d'avant qui va nous intéresser. Mais, avant, pas bouger. Pas bouger l'image. Quand moi j'ai maté ça, d'accord, je vous le dis hein, parce que je comprends que personne ne l'ait vu. Parce que c'est normal. Ça va très très vite. L'image est de mauvaise qualité. Mais vous allez voir, on va essayer de vous la mettre tout doucement. Quand je vois la situation comme ça, je me suis dit, putain, il y a plein de choses, il y a plein de raisons qui font que sans doute ils doivent se bagarrer toute la journée, que c'est un vrai capharnaüm, c'est un bordel chez eux. Il y a plein d'éléments qui l'expliquent. Mais c'est bizarre parce que ça colle pas avec le moment où il se fâche, ce dog argentin. Il aurait pu se fâcher avant. Il jette parfois un tout petit regard de coin. Bon, je vous prends pas la tête avec ça. Tu sens il est beaucoup plus fermé, il est beaucoup plus dur. Il y a plein de choses. Mais le moment où il se fâche, il n'est pas cohérent, il n'est pas logique. Il a récupéré le jouet, ils étaient sur un affrontement, il est en train de se barrer, et le chien là est quand même assez loin de la tête. Il est assez loin. C'est-à-dire que le dogo, il avait juste à se barrer, on n'en parlait plus. Ou alors, il aurait attendu que ça arrive, il aurait posé, et il se serait bagarré. Là, la tête est très éloignée du départ du Canet Corso. Est-ce qu'on peut y aller au ralenti, tout doucement? Là. Alors, on va essayer de vous la mettre chouille avant pour que vous... Voilà. Encore une fois, on avance. Top. Juste avant, l'image... Ouais, voilà. Là, on la voit, la bouche ouverte. Il va lui choper la queue. Il va lui attraper le petit bout de queue. Et c'est ça qui fait que l'autre va même pas se poser la question. Hein. Il va se retourner. Regarde, paf, là, il l'a. Vas-y, on peut avancer. Et vous avez vu? Et là, il se retourne. On continue. Top. Et le Canet Corso, là, il sait qu'il est cuit. Hein. Alors, est-ce qu'il voulait lui choper la queue? Non, j'imagine que non. Il y allait pour essayer, je sais pas, de rattraper la tête ou dans l'excitation. Et en fait, il a chopé le bout de queue. Et là, la tête du dog argentin change complètement. Le jouet, il s'en désintéresse complètement. Il n'y avait plus aucune menace là-dessus. Et c'est à partir de ce moment-là, parce qu'il a dû avoir très très mal à la queue, on peut continuer. Voilà. Top. Et on le voit, hein. Le Canet Corso, parce que les deux là ils se connaissent, sinon ils pourraient pas rester comme ça tous ensemble, d'accord. Le Canet Corso sait que là il va déguster, sait qu'il a fait une connerie, sait que l'autre il va le massacrer, n'a pas envie d'aller au combat. Sauf que là, jeu d'excitation mal géré, bordel sans nom, vraiment c'est le merdier. La cocotte minute elle est tout en haut, le dogo il voit plus rien, et alors là après ça exagère, et le monsieur là qui fait des bruits, mais qui finalement ne sert strictement à rien parce que il est lent, il intervient pas, il y va pas comme il faut, il contrôle rien, il gère rien. Bon là tu sens que là vraiment ça se bagarre toute la journée, ça souffle toute la journée. Si vous regardez des vidéos de ces gens là, vraiment c'est le bordel tout le temps. Mais pour moi ce qui est important, et c'est ça le plus important parce qu'après tout le reste on s'en fout, c'est vraiment que parfois quand vous regardez quelque chose, ça semble évident. Et moi j'ai été comme vous là, hein. J'ai regardé ça, j'ai dit oui bon bah c'est évident,
entre un type qui est en train de jouer, mais il est moitié fébrile, il va s'évanouir, il doit avoir un Covid, l'autre qui arrive derrière, et au moment où il arrive, ça va dégénérer, un jouet où ils sont en train de s'attraper tous les deux, le contexte, le décor, tout ça, c'est l'autoroute pour dire ok, c'est bon, je sais ce qui se passe. Je vous demande, en tout cas, soit pour ceux qui veulent être pros un jour peut-être, hein, soit vraiment pour les kiffeurs de yinche, tu vois, ceux qui matent un maximum de trucs, vraiment, essayez à chaque fois de regarder ce qui se passe, de l'analyser, et aussi, n'oubliez pas votre ressenti, ce que vous vivez à l'intérieur de vous, et parfois quand tu regardes un truc, tu dis c'est bizarre parce que je vois quelque chose, mais je ressens un truc différent, ou il y a un détail qui m'échappe. Tu voyez ce que je veux dire? Il y a un truc où tu dis je ne comprends pas. Je comprends, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Et là, dans ces cas-là, je vous dis clairement ce que j'ai fait. J'ai demandé à Claire de me télécharger la vidéo, de me la passer dans un logiciel pour que je puisse mettre au ralenti l'image. Parce que je lui dis, attends, à ce moment-là, je ne comprends pas quelque chose. Et c'est en mettant au ralenti qu'on découvre ça. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous ne pourrez pas le voir, ou en tout cas, ça va être très compliqué. Mais ce que je kifferais un jour, ben, c'est que tout d'un coup, vous disiez, ouais Tony, j'ai maté une vidéo, tout me fait dire quelque chose. C'est pas forcément faux en plus, ce que vous avez analysé ou ce qu'on analyse. Mais il y a cet élément-là qui m'a échappé, parce que vraiment c'est bizarre à ce moment-là qu'il se passe ça. Et moi c'est ça qui me passionne. Donc voilà, ça me fait plaisir de l'avoir partagé avec vous celui-là. Là c'est pas un éduc hein, qui a posté la vidéo, d'accord? Oui. Et il a mis une petite description, est-ce que tu as la description? Oui, il dit que son chien, donc ça va être un bully, fait tout ce qu'il peut pour calmer la situation et laisser l'autre chien passer sans conflit, et que le bully prend une position de soumission. D'accord, et ben regardons la vidéo et tu nous décryptes ça. Bon, alors, on prend du début, il y a un peu de trucs bien, un peu de trucs pas bien, on va voir ça. Allez, on se la remet au début. Ok, top. Bon, là, il n'est pas en position de soumission puisqu'il est en appel au jeu. Hein. Je vous signale que là, le cul est en l'air et l'avant du corps est incliné. Il est comme ça, d'accord? Alors, comme c'est un bully, et comme il est très balèze et tout, hein, ça se voit beaucoup moins que sur les autres, mais là, vraiment... On le sent, il est comme ça, et l'arrière, il part comme ça. Donc là, attention, il n'est pas du tout en position de soumission, mais il est plus en train de se dire, tu viens jouer, d'accord? On continue. Top. Là, vous avez vu un petit peu la démarche de l'autre chien, d'accord? Donc la queue très haute. Sur sa démarche, il faut juste prendre le temps, quand vous voyez ça, de vous dire, est-ce qu'il marche comme ça parce qu'il a un souci avec l'autre chien, ou est-ce qu'il marche comme ça parce qu'il est en train de marcher dans la boue, et vous avez plein de chiens, quand ils marchent dans la boue, dans les flaques d'eau, on a l'impression qu'ils sont comme ça, et ils n'arrivent plus à avancer, et ils ont une démarche très chelou. On continue, comme ça on se le perd pas de tête. Top. Quand il dit que son chien fait tout pour éviter un conflit, alors petit 1, il n'y a pas de conflit pour le moment, d'accord? Mais surtout, si on veut aller encore plus loin, et attention, hein, je ne dis pas que le bully se comporte mal, hein, bien au contraire. Mais il ne fait pas tout pour éviter un conflit, puisque au moment où le chien commence un petit peu à avancer, il se redresse. Et donc là, il évite pas le conflit, là, pour le coup. Hein. Si conflit il devait y avoir, alors là, il se montre au contraire sous un autre jour. Il a tenté un appel au jeu, ça ne marche pas. Il se redresse, on continue. Top. Regardez un petit peu cette démarche très particulière non pas du bully mais de l'autre, du croisé qui est là. Vraiment, quand il arrive dans les flaques, vous sentez que les pattes elles se relèvent comme ça. On n'est pas du tout sur un chien qui se raidit en avançant ou qui veut faire attention, mais là vraiment tu sens que ce qui l'embête c'est l'eau. On continue. Top. Là le bully regarde à droite. Tout de suite, quand on veut analyser, on se dit, ah oui, effectivement, là il cherche à éviter le conflit, parce qu'il cherche carrément à détourner le regard, d'accord?
Pour le moment, c'est la vérité. On continue. Top. Sauf que il a pas dépassé, le chien ne l'a pas dépassé. Et là, il tourne dans l'autre sens et il le prend dans les yeux et il commence à avoir la queue qui s'accélère, d'accord? Là, ça contredit ce qu'il a fait juste avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, d'accord, eh bien, il est possible que les chiens fassent des choses sans le vouloir, sans signification derrière. C'est possible, ça peut arriver. Nous aussi, des fois dans la vie, on fait des choses, on les fait, point. Et il n'y a pas forcément à aller chercher un truc derrière ou si on a monté un projet incroyable. Là, pour le coup, ça confirme qu'il n'avait aucune idée quand il a regardé à gauche, là. Il ne voulait pas du tout apaiser quoi que ce soit. On continue. Top. Alors là, par contre, l'attitude du chien qui avançait peut nous faire réviser notre jugement parce que là, il s'arrête devant le bully. Là, il se fiche. Alors on peut se dire, ah, peut-être que c'était pas l'eau qui le gênait quand il marchait, mais que vraiment il était tendu. Ou peut-être c'était un petit peu les deux. Ou peut-être que c'était vraiment l'eau, mais que là, en arrivant maintenant plus proche, c'est à ce moment-là qu'il se demande ce qui se passe. On laisse ouvert toutes les voies intellectuelles. On continue. Top. Là, très clairement, le bully regarde son maître. D'accord? Il a figé son maître. Juste, voilà, là. Il fiche son maître, il regarde son maître. La queue, elle avance comme ça. Soit parce qu'il est pas très bien, soit parce qu'il a envie de jouer, soit parce qu'il comprend pas la situation et qu'elle devient un petit peu anxiogène. Encore une fois, s'il avait voulu la régler, c'est pas la meilleure solution. Mais on continue. Top. L'autre passe. Un se regarde, l'autre se regarde. Bon, statu quo, on continue. Et là, on voit que les deux reprennent leur chemin. D'accord? Se sont jaugés, ils reprennent leur chemin. La question là, c'est le chien qui est arrivé. Est-ce qu'il a ce comportement-là? Non pas parce qu'il est hostile, mais parce qu'il est impressionné par le gabarit de l'autre chien. Et donc l'autre chien tente au départ un appel au jeu, qui est très mal, qui est pas perçu par le chien qui arrive, puisqu'il a peur. Et donc, il n'est pas hostile. Et ensuite, l'autre, le bully, va faire ce qu'il peut. Mais il a le physique qu'il a. Il a la façon de parler qui lui est propre. Il ne va pas forcément chercher à apaiser la situation, mais il ne va pas non plus forcément chercher à l'envenimer. Il va faire ce qu'il peut faire. C'est-à-dire, la queue qui bat, il est en train de traduire un état émotionnel où ça devient un petit peu dur à gérer. Il se demande pourquoi l'autre il est un petit peu comme ça, mais il n'a aucune idée de comment agir. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à un bully qui a zéro souci, mais alors qui ne sait pas du tout comment gérer ce genre de situation. Donc c'est le gentil petit père, quoi. C'est le gentil gros pépère. Il sait pas faire. Pourquoi je veux revenir dessus? Parce que le chien qui est arrivé, on pourrait tout à fait se dire, ah, il est tendu, il est agressif, il est dangereux, il est machin, il est truc, un petit peu à sa démarche, sa façon de faire. Pas du tout. Je pense vraiment que simplement, il a peur et waouh, il est impressionné par ce chien-là. Et après, il fait sa vie normalement. Ensuite, je voulais vous décrypter étape par étape la façon de marcher, la façon de se comporter, parce que je pense que le plus important, quand on fait ce métier et quand on fait ça, c'est d'arriver à prendre des contre-pieds intellectuels au sein même de sa propre tête, en disant voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai vu, là j'ai l'impression qu'il fait ça, là c'est factuel, il est en train de faire ça, mais peut-être qu'il a une autre idée. Et en fait, il faut toujours arriver à mélanger ce qui est factuel, ce que vous pouvez voir, la réalité de ce que vous voyez, et aussi, à côté, un espèce de ressenti. Quand ça coïncide, c'est parfait. Quand ça coïncide pas, alors il faut aller gratter. Si c'est votre ressenti qui a raison, d'accord, parce qu'il y avait quelque chose, il faut que vous arriviez quand même à un moment donné à trouver une piste plus factuelle cette fois-ci pour arriver à la confirmer. Sinon, on conserve les deux ouvertes. Là, on évolue intellectuellement dans les choix de réflexion en fonction de ce que font les chiens. Et là, c'est notre ressenti. Celui-là, on peut le garder et il n'est pas obligé d'évoluer sur ce genre de situation. Et ensuite, très important pour moi de bien revenir
sur ces situations qui sont parfois mal interprétées par beaucoup de professionnels. Le bully qui est là, tel qu'il est décrit dans la description de la vidéo, d'accord, c'est un mensonge pour la moitié de ce qui est dit. Pourquoi je reviens dessus? Parce que on pourrait tout à fait me le prendre et me dire tiens, chien régulateur ou chien qui peut apaiser un groupe parce qu'il est très bien codé, parce que machin, parce que truc. Là, pour le coup, ce n'est pas vrai. Mais dire que ce n'est pas vrai ne veut pas dire qu'il est méchant ou qu'il est pas sympa ou qu'il est mal codé. Non, il a juste une personnalité. Il est très gentil comme Pépère. Mais par contre, pour venir en aide, en tout cas à ce type de chien, c'est pas possible. Est-ce qu'il peut venir en aide à certaines catégories de chiens, certaines personnalités? Là, évidemment. Mais comme n'importe quel chien qui pourrait aider un autre chien, le chien universel qui aiderait tout le monde n'existe pas. Merci pour ce décryptage. Une autre vidéo, il y a Sebi qui nous a envoyé ça, qui est apparemment une technique pour rappeler son chien. En gros, je t'explique le truc. C'est pas un éducateur, hein, le gars qui est en haut à droite que vous allez voir, c'est un comédien-acteur américain qui fait des vidéos en ligne. Et dans la description, il dit: un jour, il y a un chien que je pet-sitais qui s'était éloigné. J'ai essayé ça et ça a marché. C'est un croisé bulldog français très speed. Voilà, c'est ce qu'il dit. Bon, bah donc c'est un acteur sans travail, quoi. Bah, apparemment Vu qu'il enchaîne un peu partout, quoi. Hein, ça. Peut-être un peu ça. Peut-être. Allez, regarde. Well, that's one way of getting the dog back. Hey, this works. I had to do it before. Check it out. Ok. Bon. Est-ce que c'est une manière d'apprendre le rappel à son chien et donc de rappeler son chien? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une énorme erreur de faire ça, d'accord? Est-ce que c'est une manière de faire revenir le chien quand tu es dans la merde? En gros, tu as une situation d'urgence, tu as une situation galère et tu te dis, putain là, je suis obligé de le faire revenir d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est une très bonne solution. Pourquoi? Alors, là, elle décide d'aller au sol. En gros, tout ce qui va être surprenant pour le chien va l'interpeller. Tout ce qui va l'interpeller va l'inciter à arriver. Quand c'est en plus son maître ou sa maîtresse, c'est encore plus évident de faire le chemin pour dire putain, c'est quand même bizarre. Tu t'es jamais mis par terre ou couché sur une route. Hop, tu le fais arriver. Pareil, elle aurait pu se mettre au sol et commencer à gratter. L'instinct d'enfouissement. Et là, le chien va venir voir, parce que le chien est une vraie commère, il a envie de tout savoir. Et là, il va regarder pour voir si tu vas pas déterrer de la bouffe, si tu vas pas déterrer un petit trésor. Toutes ces techniques-là, de façon en ultime urgence, d'accord, peuvent complètement fonctionner. Par contre, ça ne se fait qu'en cas d'ultime urgence parce que c'est une galère, parce que tu t'es fait piéger ou parce qu'on t'a menti ou je ne sais quoi. Ça m'est déjà arrivé de sauter dans un buisson parce que la personne me dit il n'y a pas de souci pour le rappel, il détache son chien, le chien part à l'aventure, il y avait une route devant. Bon, la seule solution pour s'en sortir, c'est faire un grand bruit et en même temps faire une action qui est hyper surprenante pour le chien. Bon, là, j'avais sauté dans un buisson, par exemple. Qu'est-ce qu'a fait le chien? Il a fait demi-tour, il est revenu, il m'a regardé, on l'a attrapé, et ensuite on a travaillé. Mais si tu fais ça trop souvent, ou même souvent, ou même un petit peu, et que ça reste pas le truc que tu vas faire une fois dans ta vie, et que tu penses qu'en plus tu vas le rappeler, la prochaine fois, il reviendra beaucoup moins. Parce que là, tu l'as chopé, tu as essayé de le choper, tu as raté. Ensuite, tu l'as chopé, tu l'as forcé à rester, tu le prends par la peau du cou, et machin. Les chiens sont pas cons, hein. Et il va savoir que tu as essayé de lui faire à l'envers. Et donc, une fois ça marche, deux fois peut-être, la troisième fois ça marche plus, et sauf que tu as toujours ton problème de fond, qui est de dire que tu n'as aucun rappel sur ton chien. Ah, c'est intéressant. Bon, on peut se la remettre? Ok. Bon, là, top. Donc là, on a un berger australien qui est plutôt de mauvaise humeur. Donc ça, jusque-là, c'est classique. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir juste après? On a deux chiens qui apparaissent sur la gauche. Mais alors qu'on n'ont strictement rien à foutre. Alors, soit il est connu dans le quartier, le berger australien, là. Hein.
On sait que ça gueule beaucoup, ça fait jamais rien. Bon, c'est une connaissance, quoi. Là, les deux qui sont là, vraiment, le calcul pas du tout. On n'a rien à cirer. C'est terrible, d'accord? Mais regardez bien, parce que ce que vous voulez savoir, j'imagine, c'est pourquoi l'autre chien grimpe la jambe. Est-ce qu'on peut aller tout doucement à partir de maintenant, jusqu'au moment où on va voir le chien qui grimpe la jambe? Donc jusque là, bon, on a nos deux chiens. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Top. Là, je vous le dis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce chien-là était déjà, sans doute, dans cette position-là. Ce chien-là était déjà en train de faire ça sur la jambe de son propriétaire. Et il se trouve qu'ensuite, quand l'autre chien est arrivé, bon, bah lui était déjà comme ça. Et c'est ça qu'entraîne la... Et en fait, c'est ça qu'entraîne les aboiements. Mais c'est pas ça qu'a entraîné le fait de grimper la jambe. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, il perd pas ses émotions. Il ne les perd pas. Souvent, on vous dit, quand ça grimpe la jambe comme ça, d'accord, il essaye d'évacuer un trop-plein d'émotions. Ce qui est plutôt vrai dans 50% des cas, d'accord? Mais comment je fais pour vous dire, là, il ne perd pas ses émotions? L'action d'après, regardez. Bon, là, il fait le couillon, tac. Top. L'action d'après. Si vous avez un chien qui est au point de s'agripper à la jambe de son maître ou de sa maîtresse quand il se fait embrouiller par un autre chien, et quand il y a un chien qui passe derrière, qui lui renifle le cul, qui arrive en cachette un petit peu, hein, si ce chien-là avait perdu ses émotions, ce chien-là aurait sans doute redirigé une morsure ou commencé à gueuler sur le chien qui est en train de passer. Là, il ne le fait pas du tout. Donc, là, on est typiquement sur un chien qui était en train de grimper la jambe, hein, parce qu'il fait le couillon comme d'habitude. Il a vu l'autre qui gueulait, bah donc il se met à gueuler, mais comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il grimperait pas la jambe, il gueulerait de la même façon, d'accord? Il a parfaitement le contrôle de ses émotions, il n'y a aucun problème là-dessus, parce qu'il ne dégénère pas, il ne part pas dans tous les sens. Voilà à mon avis ce qu'il est en train de se passer là, et donc l'action était en amont. On peut continuer ? Et ça ne va perturber personne, c'est-à-dire ses 2 ou 3 potes, ils repartent jouer derrière. Lui, il reste un petit peu accroché et il aboie. Et fin de l'histoire, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et donc, là, sur ce décryptage-là, d'accord, pourquoi j'ai voulu qu'on vous le mette, celui-là? Pour vous dire, attention, parfois, vous voyez quelque chose d'exceptionnel. Vous vous dites, putain, c'est quand même rare, un chien qui se fait embrouiller et qui va grimper la jambe de son maître ou de sa maîtresse en l'agrippant pour gueuler, c'est quand même rare. Et on va pouvoir monter, à travers ça, une histoire farfelue, comme il y a plein de vidéos qui passent sur les réseaux, d'accord? Bah en fait, non. C'est une histoire banale, d'une coïncidence, d'un moment où un y grimpait, bon bah l'autre il est arrivé pour gueuler, lui il gueule, et tout le monde repart jouer parce que franchement, je pense que tout le monde le connaît dans le quartier, celui qui gueule. Fin de l'histoire, il n'y a pas vraiment plus à dire sur ce coup-là. Pour un peu de contexte, ouais. L'extrait vidéo c'est César Millan. D'accord. Et celui qui commente est un éducateur canin très suivi sur les réseaux aux États-Unis. D'accord, très bien. Eh bien, regardons. I'm sorry. Celui-là va en énerver beaucoup, mais c'est de vrai. La protection de ressources, la protection territoriale, les comportements agressifs comme la morsure, boum, direct au sol. Tu supprimes le comportement et tu renforces psychologiquement le fait que tu as le contrôle. Il n'y a aucun autre moyen de combattre l'agressivité. Souvent, quand on parle de problèmes de comportement, on parle que de psychologie, de conditionnement et on ignore le conditionnement opérant. Du fun, de la liberté et de la nourriture. Mais quand on parle d'agression et d'un chien qui mord, c'est tout noir ou tout blanc sur comment tu contrôles le chien. À partir du moment où ton chien est agressif, que tu le réprimes et que tu gagnes la bataille 1 fois ou 2 fois, t'as renforcé psychologiquement le fait que t'as le contrôle. Tu gagnes le respect de l'animal. Parce que les chiens comprennent instinctivement la dominance et la hiérarchie. Comme ce petit équel qui a communiqué à cette personne la réponse exacte qu'il attendait. Je peux vous garantir qu'il ne le refera pas. Ça abîme pas la relation entre le chien et son maître. En fait, ça fait que l'améliorer parce que le chien a enfin une ligne de communication qu'il comprend instinctivement. Ça construit du leadership de meute et de la confiance sur le long terme. Voilà comment il faut faire avec des chiens agressifs. Top. Ok. Bon.
déjà, à partir de ce moment-là, d'accord, on peut partir du principe que là, il fait sa première faute, César. Il fait sa première erreur. Pourquoi il fait sa première erreur? Parce que il est appelé sur ce cas de figure-là pour un problème soit de protection de ressources de la maîtresse, d'agressivité quand elle est avec lui, etc. etc. D'accord? En tout cas, la problématique, il la connaît d'avance, d'accord? Il n'arrive pas chez les gens en sonnant et sans rien savoir, d'accord? Là, il la connaît d'avance, la problématique. Il va y mettre la main et il va se faire choper. En y mettant la main, d'accord? Comme ça, sans protect, sans rien du tout, en y mettant la main, il va ouvrir pour le chien, d'accord, la possibilité de le blesser. Donc en gros, le chien peut blesser César Millan, c'est ce qui va se passer là, d'accord? Et donc, ça va induire de sa part, ensuite, toute une vague d'autres mécanismes intellectuels qui peuvent être dramatiques. J'ai pas de souci pour aller au contact d'un chien qui ferait ça, d'accord? Ça ne me pose pas fondamentalement de problème. Il faut juste savoir pourquoi il fait ça. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer pour qu'il fasse ça? Mais surtout, ce qui m'embête beaucoup, moi. On peut continuer? I'm sorry. Celui-là va en énerver beaucoup. Top. mais C'est clair. Il est mordu. Ça crie, ça insulte, il y a de l'adrénaline qui se dégage, il y a une mauvaise énergie qui va se dégager, d'accord? Et c'est ça, plus qu'autre chose, moi, qui m'embête, d'accord? Ça, c'est le premier point. J'aurais préféré qu'il se protège, qu'il se fasse mordre, et après qu'il fasse tout ce qu'il a envie de faire derrière, bien ou mal, on va en parler juste après. Mais j'aurais préféré qu'il fasse ça pour une raison toute simple. C'est qu'il ne dégage pas d'adrénaline. Et donc qu'il ne devienne pas, aux yeux du chien, une vraie menace. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, d'accord? C'est qu'en faisant ça, il est peut-être aussi, et je préfère dire peut-être, parce qu'il peut y avoir des cas particuliers, mais il est peut-être là, en train aussi d'expliquer au chien qu'il a raison, le chien, d'être hostile, parce qu'il y a vraiment des gens qui peuvent lui faire du mal, ou en tout cas, qui peuvent essayer de le soumettre. C'est ce que César Millan fait là, d'accord? En le corrigeant, en le soumettant. Encore une fois, j'essaye vraiment, je veux vraiment que vous compreniez l'ensemble des choses, d'accord? Pour mettre tout le monde à l'aise, je n'aurais pas fait comme ça, je suis en train de vous l'expliquer, mais je n'y vois pas de violence. La scène que vous voyez paraît violente, mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, il ne l'a pas pris, il ne l'a pas envoyé chez la mère Janine au-dessus, il lui a pas fendu le crâne en deux. Il n'y a rien de violent, il communique comme un chien, d'accord? Ça ne me pose pas de problème de la part de César Millan. Ce qui me pose problème, voilà, c'est ces deux choses-là. La première, l'adrénaline qu'il va dégager, d'accord? Et la deuxième, le fait qu'il est peut-être en train de confirmer au chien que c'est un souci. Troisième point qui me gêne là, sur l'extrait qu'on est en train de voir et qu'on a récupéré, hein. Et autant, je ne veux pas le juger sur tout ce qu'il a fait. Mais le troisième point qui va me gêner un tout petit peu quand même, et là, c'est plus le drogué du bas qui me dérange. C'est qu'en faisant ça, alors certes, le chien comprend parfaitement. Certes, le chien comprend parfaitement que là, il va y avoir un leader, qu'il va y avoir une notion hiérarchique forte qui va s'inscrire. Ça, c'est vrai. Mais sauf si César Millan vit avec ces deux nanas, sinon, lui est une figure forte, mais il est en train encore plus de détruire les deux maîtresses, ou la maîtresse, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, les deux nanas qui sont assises sont détruites dans la hiérarchie, justement, du chien, tel qu'il le voit. Et donc, je pense que César, là, se trompe un peu sur toute la ligne. On continue. I'm sorry. Celui-là va en énerver beaucoup, mais c'est de vrai. La protection de ressources, la protection territoriale... On s'arrête une seconde aussi. C'est pareil. Dans ce genre de situation, on le sait pertinemment, d'accord? Il va y avoir aussi toutes les émotions que vont dégager les deux maîtresses. Et en fonction de ce qu'elles vont dégager, ça va aussi avoir une incidence sur le chien. Et moi, je me méfie beaucoup des odeurs que vous pouvez dégager quand on est en train de travailler, parce que parfois, le simple fait que vous n'ayez pas la bonne odeur parce que vous n'avez pas la bonne émotion peut détruire un travail. Après, sur ce qu'il est en train de faire là,
Il l'a bloqué au niveau du cou, d'accord? Un peu comme s'il le mordait, mais il ne le mord pas. Hein. Il fait simplement le geste. Et ensuite, il le maintient. Et il attend du chien que le chien se stabilise complètement. Dans son esprit et sur ce qu'il veut faire, ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute technique, d'accord? On continue. Comportement agressif comme la morsure, boum, direct au sol. Top. Comportement agressif comme la morsure, boum, direct au sol. Et là, ça n'a plus rien à voir avec César. Là, le gars... Bon, là, le gars se trompe sur toute la ligne. Toutes les morsures ne se valent pas. Tous les contextes ne se valent pas. Toutes les situations ne se valent pas. Donc, c'est impossible de dire boum, direct au sol. Et, quelque chose vraiment que je vous ai sorti 40 fois aujourd'hui, la réalité. La réalité, la vraie vie, c'est que ça, si vous voulez que ça fonctionne, si on part du principe qu'on veut partir sur cette voie-là, il va falloir que les deux petites nénettes là, elles soient capables de reproduire ça. Parce que si elles n'arrivent pas à reproduire ça, qu'est-ce qui va se passer? Le chien va les mordre elles, et là le chien va se faire soit euthanasier, soit finir au refuge. Parce que quand vous proposez quelque chose à quelqu'un, il faut que vous lui proposiez quelque chose qu'il soit capable de reproduire, qu'il soit capable de faire. Je fais, tu fais, on avance. Mais si je fais et tu ne peux pas faire, alors c'est très dangereux. Et sur ce cas de figure-là, c'est très dangereux ce qu'il est en train de décrire là. On continue. Tu supprimes le comportement et tu renforces psychologiquement le fait que tu as le contrôle. Alors, on s'arrête. En faisant ça, tu supprimes complètement le comportement que tu veux supprimer et tu montres que tu as le contrôle et que tu as le leadership et que tu as tout ce que tu veux. Il a raison. C'est mal dit, mais il a raison. Effectivement, je vais vous reprendre l'exemple de la pelle, mais si je casse la tête avec une pelle, d'accord, clairement, il va pas y revenir. Donc, il se rend bien compte là que j'ai le contrôle, parce que sinon je casse la tête. Et donc, forcément, je me positionne comme un tyran ou ce que vous voulez, on s'en fout, mais je me positionne comme quelqu'un qui a du pouvoir. Ça, c'est vrai. Ça veut pas dire qu'il faut le faire. Ça veut juste dire que ce qu'il dit est vrai. C'est juste ce qu'il dit. C'est une réalité. On continue. Aucun autre moyen de combattre l'agressivité. Bon, là, il a Souvent, tort. quand on parle de problèmes de comportement, on parle que de psychologie, de conditionnement, et on ignore le conditionnement opérant. On s'arrête. Bon, vous l'avez bien vu, c'est pas une lumière. Hein. Celui qui est en train de parler là, le Justin Bieber du pauvre, c'est pas le haut du panier. Bon, on vous parle que de psychologie, on vous parle pas du conditionnement opérant. Bon, le conditionnement opérant, je pense qu'il a raté quelques étapes de ce que c'était et de comment ça fonctionnait. C'est pas grave. On vous parle que de psychologie parce que tout se passe dans la tête. Si le chien décide d'être gentil, c'est de la psychologie. S'il décide d'être méchant, c'est de la psychologie. S'il décide de mordre, c'est de la psychologie. Mais dire qu'on parle de psychologie ne veut pas dire qu'on va pas prendre le chien, le toucher ou faire ce que vous voulez avec. Mais simplement, là, tu sens que vraiment c'est très très limité. On continue. Du fun, de la liberté et de la nourriture. Mais quand on parle d'agression et d'un chien qui mord, c'est tout noir ou tout blanc sur comment tu contrôles le chien. À partir du moment où ton chien est agressif, que tu le réprimes et que tu gagnes la bataille une fois ou deux fois, t'as renforcé psychologiquement le fait que t'as le contrôle. Tu gagnes le respect de l'animal parce que les chiens comprennent instinctivement la dominance. On s'arrête. Les chiens comprennent instinctivement la dominance et la hiérarchie. Tout le monde comprend instinctivement le principe de dominant-dominé, parce que la dominance c'est un grand mot, mais dominant-dominé, tout le monde le comprend de façon innée. Et la hiérarchie, elle va en découler juste derrière. Mais là, c'est pas le chien. Là, c'est n'importe qui. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un chien ou d'être ce que tu veux pour savoir que si là, quelqu'un peut te faire du mal et que tu n'as pas le pouvoir de contrecarrer ce qu'il est en train de te faire, eh ben, tu vas te soumettre. Et donc, tu as un dominant et un dominé. Et donc, tu obtiens le respect forcé, contraint de l'animal. Et la question qui s'ouvre après, c'est est-ce que c'est ce qu'on veut ? Et est-ce qu'il y a d'autres alternatives ? On continue. Comme ce petit équel qui a communiqué à cette
personne la réponse exacte qu'il attendait. Je peux vous garantir qu'il le refera pas. Ça abîme pas la relation entre le chien et son maître. En fait, ça fait que l'améliorer Top. parce que... Ça abîme complètement la relation entre le chien et son maître quand c'est un inconnu qui fait ça et pas son maître. Donc là, il se trompe. Encore une fois, si on veut partir de son point de vue, hein, donc là, il se trompe complètement. On continue, après je vous dis autre chose. Le chien a enfin une ligne de communication qu'il comprend instinctivement. Ça construit du leadership de meute et de la confiance sur le long terme. Voilà comment il faut faire avec des chiens agressifs. Ok. Le leadership de meute, d'accord? Alors là, on est sur le cas de figure d'une personne qui emploie des mots qu'il ne comprend pas. Mais genre, il s'est dit, bah, tiens, leadership ça fait bien, meute ça fait bien, tiens, je vais foutre les deux en même temps et on n'en parlera plus. Qu'est-ce qui se passe là? César Millan est quelqu'un de très intelligent, d'accord? Très intelligent, qui a beaucoup de talent. Moi, j'aime bien 70%, on va dire, voire peut-être un peu plus, de son état d'esprit, de son univers, surtout quand il était plus jeune. Là, je trouve que c'est de plus en plus dur avec les années. Ça fait 5, 6, 8 ans que c'est de plus en plus compliqué, qui fait peut-être un petit peu trop l'américain, à aller un peu trop loin dans ce qu'il est en train de faire. Il lâche un chien sur un cheval, sur un cochon, sur je sais pas quoi. Ça, non. Mais quand il a commencé, en tout cas, dans l'état d'esprit, dans la façon de voir les choses, c'est quelqu'un que moi j'appréciais. J'appréciais. Même pas forcément sur ce qu'il disait ou sur son analyse, mais sur le fait comment il en avait une. Et c'est un homme intéressant. Donc, tu vas regarder un petit peu, tu prends ta loupe et tu mates un peu. J'ai aucun doute sur le fait qu'avec ce petit équel, il va trouver une solution et il va bien le faire. Et je pense que mon analyse un petit peu dure de ce qu'il est en train de faire est aussi liée aux commentaires du demeuré qui était en dessous et qui fait que commenter. Et donc, ça t'embrouille un peu la scène et le cerveau. Par contre, ce qui se produit là, d'accord, ton objectif en tant que professionnel, c'est d'arriver à proposer des choses qui soient applicables. Dans le cas de figure d'un chien qui serait agressif quand il est sur son propriétaire. D'accord? La première chose qui doit être appliquée, si vous voulez faire tomber certains seuils hormonaux, pardon. Parce que vous devez impérativement les faire tomber, parce qu'il en génère en fait beaucoup trop, notamment le cortisol, d'accord? C'est que pendant une période la plus longue possible, les phases d'agression, ou les phases où le chien se met en transe comme ça, s'arrêtent. Pour ce faire, ça c'est la première étape. Quand je vous dis le plus longtemps possible, c'est pas 7 mois, hein. Ça peut être 5 heures, une journée, 3 jours, ça dépend. La chose la plus simple à mettre en place, c'est par exemple de dire à ces gens, si vous n'avez que ce problème, interdiction de le faire monter sur vous. Et ça veut dire que de ce jour-là, le comportement et le problème s'éteint. Ça veut dire que ce chien a son cortisol qui va baisser, donc le stress, l'angoisse, le mal-être. Ça veut dire qu'il va pouvoir réceptionner beaucoup mieux tous les moments un petit peu sympathiques. Et ça veut dire qu'on va pouvoir travailler pour l'amener vers des versions beaucoup plus positives de ce genre d'interaction ou de contact. D'accord? Ça, c'est quand même la première grande chose à faire. La deuxième, qui est un peu la chose la plus évidente, c'est si le chien est sur toi, il se met à avoir une mauvaise réaction, tu le prends, tu le descends. T'es pas forcément obligé pour l'éduc d'aller y mettre la main. Il commence à grogner, non, ça je veux pas. Et l'éduc se met là, et l'éduc se met en place, et on continue. Ça peut être des toutes premières étapes sur la problématique qui est proposée là. Hein. Il y en a plein des problématiques, et il y en a qui sont vraiment chiantes. Et la protection de ressources, c'est vraiment casse-couille. Mais ça peut être les points de départ de tout ça. Ensuite, on peut envisager des chemins en se disant, mais attends, pourquoi tu es comme ça? Tu as peur de quoi? Qu'est-ce que tes maîtres, qu'est-ce que tes maîtresses, là pour le coup, font dans leur quotidien pour que tu te sentes investi d'une espèce de mission divine de les protéger? Et en fait, tu vas aller chercher tous ces blocs-là, tu vas aller récupérer tous ces morceaux-là pour arriver à comprendre les choses. Ensuite, tu peux tout à fait lui mettre une longe quand tu dois le descendre toi, parce qu'il se comporte mal. Ensuite, tu peux aussi valoriser les actions qui arrivent. Ce que je veux vous expliquer, c'est que je ne suis pas contre ce que fait César Millan là. Ça peut arriver. Vraiment, ça peut arriver. Et moi, dans ma carrière, ça a pu m'arriver. Mais je suis contre passer comme il le fait là, sans envisager les millions de chemins qu'il peut y avoir, tout en conservant à l'esprit deux problématiques qui, moi, personnellement, et je sais que je suis un des seuls, mais guident ma vie, c'est le temps. Eh oui,
Moi, quand on me dit on a 5 mois, on a 6 mois, on a 1 an, on a 2 ans, c'est pas vrai. Parce que c'est 1 an de perdu. Parce que c'est 2 ans de la vie de perdu et 2 ans où potentiellement, ben, le chien a une vie de merde, le chien peut se faire euthanasier, le chien peut finir au refuge, les gens sont en danger, les autres chiens sont en danger, les maîtres ont plus de vie. Donc non, on n'a pas ce temps-là. Donc la notion de temps, elle compte. C'est la vérité. Et la notion de qu'est-ce qui est applicable à ce que je suis en train d'expliquer et quel chemin intellectuel je peux trouver pour que ces gens-là puissent l'appliquer réellement dans la vie quotidienne sans faire des choses complètement farfelues. Et si jamais il y a des choses qui ne sont pas applicables, comment je vais faire pour le faire moi-même et ensuite arriver à le retransposer pour ces gens-là sans qu'ils n'aient besoin de faire ce que j'ai fait. Et donc, dans tout le cheminement, si jamais je devais faire ce qu'a fait César, et j'en sais rien, j'ai pas vu le chien, je les connais pas, mais je prendrais 1 million de chemins avant pour arriver peut-être à la même finalité, mais comme j'ai pris 1 million de chemins avant, ça me permettra de transposer ce que j'ai fait sur ces maîtres sans qu'ils n'aient à le faire. Et donc tu te retrouves avec tout un chemin différent, une finalité qui sera peut-être, et en tout cas c'est celle que je souhaite, complètement différente de la vidéo, ou alors identique, mais avec un résultat à la fin, sur le long terme, où d'un côté c'est durable, de l'autre ce n'est pas tenable, ce n'est pas durable, et donc pour le chien c'est compliqué. Vous comprenez un petit peu tous ces chemins, et vraiment je veux appuyer sur le fait, quand je vous dis peut-être que je ferai la même chose, au fond de moi je sais que je vais sans doute pas faire la même chose, mais je veux pas vous dire non, pour pas vous influencer à dire non, ça c'est violent. Ne soyez pas perturbés quand vous voyez ces images-là, même si des fois elles sont dures, même si les morsures c'est compliqué. Je veux qu'on garde l'esprit ouvert pour comprendre que parfois il y a des situations qui sont extrêmes et qui sont incroyablement compliquées. On passe par des chemins, on réfléchit, on n'écoute pas les golios là, comme le gars dans sa caravane là qui était en train de parler. On pense et surtout, qu'est-ce qu'on peut appliquer? Quel temps on a pour le faire? Toujours dans le meilleur sens possible pour le chien. Plus on s'approche du mode de fonctionnement intellectuel du chien, ce qui n'est pas ce qu'il a décrit, et plus on arrivera à le faire avancer intelligemment parce que ça va toujours être le but ultime.